Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à notre journal hebdomadaire sur la radio-télévision d'Eniban. Nous souhaitons une joyeuse fête des pères à nos papas et futurs papas de notre équipe de rédaction et aussi à tous les papas du monde entier. Un médicament bon marché et largement disponible peut contribuer à sauver la vie de patients gravement atteints de coronavirus. Le traitement stéroïdien à faible dose de désaméthasone est une avancée majeure dans la lutte contre ce virus mortel, selon des experts britanniques. Ce médicament fait partie du plus grand essai au monde visant à tester les traitements existants pour voir s'ils sont également efficaces contre le coronavirus. Honorez le mot. La nouvelle est plutôt bonne à en croire les chercheurs. Un médicament de la famille des stéroïdes, nommé la dexaméthasone, réduirait d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints par la COVID-19, selon les premiers résultats d'un vaste essai clinique qualifié mardi d'avancée majeure. Dans la foulée de cette annonce, réagissant, le gouvernement britannique manifeste sa volonté à l'usage immédiat de ce traitement pour les malades concernés. Je tiens à remercier le NHS et les 6000 patients qui ont participé à l'étude clinique, ainsi que ma propre équipe dirigée par le professeur Jonathan Van Damme, qui a fait un travail absolument brillant, et les experts commerciaux du département qui ont été là pour acheter afin de s'assurer que nous avons les stocks nécessaires si ce résultat devait se produire. Et c'est une bonne nouvelle, mais surtout une bonne nouvelle pour les milliers de vies que le désaméthasone a le potentiel de sauver alors que nous sommes confrontés à ce terrible virus. À ce stade, malgré de multitudes de pistes, aucun résultat probant pour tout autre traitement. Après l'évaluation de l'hydroxychloroquine, c'est la deuxième fois que cet essai clinique majeur permet d'arriver à une conclusion d'importance sur la COVID-19. Au total, plus de 11 500 patients de 175 hôpitaux britanniques participent à cet essai qui évalue plusieurs traitements. États-Unis, mobilisation après la mort d'un Afro-Américain retrouvé pendu à un arbre. Des milliers d'Américains réclament une enquête indépendante sur le décès de Robert Fuller, Afro-américain de 24 ans, découvert pendu le 10 juin en Californie, quelques jours après un drame similaire. La thèse du suicide ne les convainc pas. Honorez le mot. Pour la plupart des habitants de Palmdale, une ville de Californie, il n'y a aucun doute, la mort de Robert Fuller, un jeune homme de 24 ans, retrouvé pendu le 10 juin dernier, est un crime raciste. Les autorités locales avaient pensé que la victime s'était suicidée. Devant les cris de sa famille et plusieurs milliers de manifestants réclamant la lumière sur l'affaire, elles ont depuis fait machine arrière et ordonné une autopsie. Il a d'abord été conclu à un suicide, qu'il s'était en fait suicidé. Mais s'il s'agit d'un crime raciste, alors ce n'est tout simplement pas normal que ces choses se produisent. On était ici vendredi matin quand le public a appris pour Robert. Et la plupart des personnes noires nous disaient qu'aucune personne noire ne se pendrait à un arbre, surtout pas. Un homme trouvé pendu dans un arbre devant la mairie est un problème. Et il n'enquêtait pas au départ, alors nous avons manifesté. Le FBI s'est également saisi du dossier, ainsi que de celui d'un autre homme noir de 38 ans, lui aussi trouvé pendu le 31 mai dernier, à environ 80 km au sud de Palmdale. Au pied de l'arbre auquel Robert Fuller a été retrouvé pendu, des dizaines de bougies, de bouquets de fleurs et de messages recouvrent le sol. Ces deux morts évoquent, pour beaucoup, les lynchages racistes de milliers d'Afro-Américains à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, une période très douloureuse de l'histoire américaine.
Violence policière en France, une suspension envisagée systématiquement en cas de soupçon de racisme. Lors de sa conférence de presse le lundi 8 juin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé une tolérance zéro face au racisme et aux violences policières. Près de 10 jours après ces annonces, il a eu une manifestation de policiers jetés de menottes devant la préfecture de police à Paris. Ils étaient quelques centaines de policiers devant la préfecture de police ce mercredi. En colère depuis les annonces de Christophe Castaner sur l'abandon prochain d'une technique d'interpellation controversée et la lutte contre le racisme chez les forces de l'ordre, les policiers manifestent leur ras-le-bol à Paris. TGP, il y a des racistes dans la police nationale, il y en a. Mais ce que nous réfutons, c'est de dire qu'il y a un racisme d'État ou systémique dans la police nationale. Il y a des racistes dans la police nationale, comme il y en a dans l'armée, comme il y en a dans n'importe quelle administration, comme il y en a dans n'importe quelle... C'est un mal endémique. Il faut lutter contre ce racisme-là, évidemment. Mais ce que je reproche, c'est qu'il y a des personnes qui disent qu'il y a un racisme d'État ou systémique dans la police nationale, ce qui n'est pas vrai. Si c'était vrai, vous n'auriez pas tous ces policiers issus du Maghreb, d'origine africaine ou asiatique, qui rentrent encore chez nous aujourd'hui. Donc là, nous demandons le maintien de cette clé d'étranglement et qu'elle continue aussi à être enseignée. Sinon, ce sont les policiers eux-mêmes qui seront en danger. Ou sinon, si jamais là-dessus elle est supprimée, eh ben, on n'interpellera plus. Devant le commissariat de Versailles, jetant leurs brassards et menottes à terre, ces policiers organisent des rassemblements partout en France depuis une semaine. Un geste est devenu le symbole de la rupture entre le gouvernement d'Édouard Philippe et ses forces de l'ordre. À l'appel des deux principaux syndicats de gardiens de la paix, à savoir Unité AGP et Alliance, ces policiers demandent une plus grande reconnaissance et l'arrêt de la stigmatisation de leur profession. Lors de son allocution dimanche dernier, Emmanuel Macron a affiché son soutien aux forces de l'ordre, des paroles qui n'ont pas suffi à calmer la grogne. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a prêté serment jeudi avec 2 mois d'avance sur la date prévue après le décès soudain de son prédécesseur Pierre Nkurunziza. Il prend en main les destinées d'un pays divisé, isolé, appauvri et confronté à l'épidémie de COVID-19. Kosi Assoumana. C'est ce jeudi 18 juin 2020 à Gitega que le général Evariste Ndayishimiye, dauphin du président sortant Pierre Nkurunziza, a été le président de la République de Burundi pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois, après avoir remporté la présidentielle avec 68,70% des voix. Une victoire contestée par l'opposition mais validée par la Cour constitutionnelle. L'homme de 52 ans fait partie des généraux les plus influents depuis 2005, lorsque son ami proche et collègue de rébellion Pierre Nkurunziza a pris le pouvoir. Le général Ndayishimiye était étudiant en droit à l'université de Burundi lorsque la guerre civile a éclaté en 1993. Il a survécu en 1995 à une attaque contre des étudiants Hutus sur son campus de Bujumbura, la capitale, tout comme son prédécesseur Pierre Nkurunziza. Nommé ministre de l'Intérieur en 2006, Evariste Ndayishimiye fut conseiller militaire du président Pierre Nkurunziza, puis secrétaire général du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Général Ndayishimiye, père de 6 enfants, est connu comme un catholique romain pratiquant et souligne le rôle de Dieu en politique, comme son prédécesseur Nkurunziza selon les précisions de BBC Afrique. Élu à la présidentielle du 20 mai, M. Ndayishimiye devait initialement prendre ses fonctions le 20 août, à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza, décédé subitement le 8 juin à l'âge de 55 ans, d'un arrêt cardiaque selon les informations du gouvernement burundais.
Rappelons que le Burundi est classé parmi les 3 pays les plus pauvres au monde par la Banque mondiale, qui estime que 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, contre 65% à l'arrivée au pouvoir de Pierre Nkurunziza en 2005. Évariste Ndayishimiye avait promis lors de la campagne de faire de l'éradication de la pauvreté et du développement du pays sa priorité. Triste nouvelle au sein du football togolais. L'international togolais Kossi Kudagba n'est plus. L'attaquant est décédé jeudi à la suite d'une maladie. Selon les informations, le joueur souffrait depuis quelques jours. Il a décidé de revenir auprès de sa famille à Davy, à 30 km de Lomé, pour sa convalescence. Il a malheureusement rendu l'âme jeudi. Kossi Assoumana. Des hommages et consternations ne cessent d'alimenter la toile suite au décès de l'international togolais. L'information fait le tour des réseaux sociaux. Meilleur buteur consécutif des D2 et des 2 dernières saisons de D1. Kossi Kudagba, l'un des acteurs de la qualification du Togo au CHAN 2020, est décédé tragiquement à l'âge de 25 ans suite à une courte maladie. Selon les informations publiées sur le compte Twitter de la Fédération togolaise de football. The game is up here. It is Togo and Nigeria. A lot of experience on the side for this Nigerian team, and Kossi Kudagba for Togo trying to move on the flanks and ball in, and Togo will have the first goal. Attaquant de l'AS Kara, Kossi Kudagba est l'un des plus grands espoirs du football togolais, dont les performances avaient tapé dans l'œil du sélectionneur des éperviers Claude Leroy, qui l'avait appelé en sélection. Selon Afrique Foot, les circonstances de cette disparition sont encore floues, même si certaines sources évoquent une brusque maladie. La radio-télévision d'Enigon souhaite toutes ses condoléances à la famille éplorée. Au Togo, les élèves du primaire et du secondaire en classe d'examen ont repris les cours le lundi 15 juin 2020 en vue de préparer les examens de fin d'année après 2 mois de suspension due à la pandémie du COVID-19. Un professeur dans le secteur privé qui a préféré rester dans l'anonymat, reçu au micro d'Elan Freddy Sosa, nous livre ses impressions sur cette réouverture des classes. Depuis le 15 juin, le gouvernement a décidé la réouverture des écoles. Donc, nous, enseignants du privé aussi, nous n'avons pas dérogé à la règle. Nous avons repris. Mais je dirais que la situation n'a pas été rose. Depuis le 20 mars, on a fermé les écoles. Et nous qui sommes dans le privé, depuis là, chez nous par exemple, on a reçu le salaire de mars. En avril, on a perçu la moitié du salaire. En mai, fin mai aussi, on a perçu la moitié du salaire. Le 15, on a démarré le lundi, mais jusque-là, on ne sait pas encore la situation. On ne sait pas si, à la fin de ce mois, nous pourrons rentrer dans nos dus. D'autant plus que c'est seulement les classes d'examen qui ont repris et que la plus grosse effectif, c'est les basses classes qui est restée à la maison. Et ceux qui sont dans les classes d'examen, la majeure partie a déjà soldé son écolage. On ne sait pas encore comment sera notre situation. Depuis quand... Et la situation est un peu meilleure chez nous par rapport à d'autres écoles où, depuis le salaire de mars n'est pas payé, ni d'avril, ni de mai, et juin, lundi à la réouverture, lorsque les enseignants ont voulu boycotter la reprise, les fondateurs leur menacent de licenciement. Le menace de licenciement, s'ils ne veulent pas reprendre, qu'ils n'ont qu'à partir chez eux à la maison. Donc, c'est ça. La situation s'annonçait même depuis cette trêve de 3 mois où nous avons réfléchi à comment faire pour nous regrouper. Si nous voulons faire quelque chose, comme on n'a pas de syndicat ou bien de fédération crédible, on ne peut pas faire ni de revendication, ni de grève. Donc, le 8 juin passé, 4 syndicats
des enseignants des écoles privées se sont regroupés en une fédération. La fédération des syndicats des enseignants des écoles privées laïques du Togo. Donc les 4 syndicats qui se sont regroupés, il y a le SINEP Togo, Syndicat national des enseignants des écoles et instituts techniques privés du Togo, le SINEZEP, Syndicat national des enseignants du secondaire des écoles privées laïques du Togo, le SINEP 3PL, Syndicat national des enseignants du préscolaire, du primaire, du privé laïque du Togo, et le SINAPAP, Syndicat national du personnel administratif des écoles privées laïques du Togo. Donc ces 4 syndicats se sont regroupés en une fédération. Maintenant, nous pouvons crier et menacer, faire des grèves, et on a des interlocuteurs crédibles pour notre lutte. Quand tu vois un de tes collègues depuis mars qui n'a pas perçu de salaire, mais il a une famille et le loyer à payer, tout. Donc, il faut s'inquiéter. Les élèves qui ont repris les cours lundi en auront pour 4 à 6 semaines avant les examens, une période au cours de laquelle les enseignants devront remonter rapidement le niveau des élèves afin de les mettre en situation de réussite. Les élèves des classes intermédiaires, quant à eux, doivent attendre la décision du gouvernement togolais afin de connaître le sort qui leur est réservé. Selon les sources d'information au Togo, les enseignants sont néanmoins rassurés que l'année ne sera pas blanche. Le vendredi 12 juin 2020, l'association Ivesco-Prod, grâce à leur programme de société, a mené une action sanitaire et sociale en procédant à la remise officielle d'une clé d'un de ses douches, des vivres et des non-vivres composés des sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons de spaghettis, de savon, des boîtes de conserve, de même que des lots de papier hygiénique au nom d'Yves Peto et de la diaspora togolaise à une maman à Devikeme dans la préfecture de Lacs au Togo. Les travaux ont été évalués à plus d'1 700 000 francs CFA. Et qu'est-ce qui a motivé ces actions? Nous avons reçu en interview exclusive M. Yves Peto, président fondateur de l'association, qui nous parle de leur motivation et de quelques projets d'avenir. Bonjour. Alors, vous avez Ivesco-Prod. Ivesco-Prod, c'est quoi en fait? C'est ce concept qui réunit tout ce qui est activité socioculturelle. Ivesco-Prod est né à partir de ma petite personne. Aujourd'hui, je suis le président de cette association créée en Île-de-France depuis 2018 sous la loi 1907. Eh bien, mon nom c'est Yves. Yves est copain, Yves est collaborateur, Yves et ses amis, donc d'où Ivesco, Ivesco Production. Et aujourd'hui, depuis des années, nous avons eu à faire du chemin sur le côté culturel. Et c'est pour cela qu'on a voulu porter sur les fonds. Ah, où l'événement s'est passé, c'est dans un village qui est Devikeme, dans la préfecture des Lacs, au sud du Togo, non loin de la plage de la mer. Alors, c'est quoi l'incident? Une vieille femme, d'abord analphabète, qui peut-être loin d'écouter l'information, la radio, il fallait le voir, même l'environnement dans lequel elle vit. Et elle était sortie, voici le contexte, elle était sortie pour faire ses besoins, tenez-vous bien, dans la brousse, avec sa roue, faire un petit trou et faire ses besoins. Nous sommes en 2020, bientôt 2021, au XXIe siècle déjà révolu. Eh bien, elle a été chopée, excusez-moi le thème, par des forces de l'ordre de sécurité qui veillent à ce que cette période de couvre-feu soit respectée. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé, la dame a été battue et ensanglantée. Et, excusez-moi, elle est d'une religion animiste, donc elle ne porte pas souvent d'habits. Donc, vous allez la voir torse nu avec du sang sur sa poitrine au niveau du sein. Et quand nous, on a vu la vidéo, moi personnellement, j'ai été touché. Et je vois déjà ma mère, cette pauvre dame. Et ça peut être votre maman. Et c'est ce qui nous a poussé à poser ce geste. Les plus vulnérables, il faut leur apporter du soutien. Et c'est là où Ivesco-Prod a lancé cet appel à toutes les diasporas. Donc voilà le contexte qui nous a poussé, nous, Ivesco-Prod, à aller soutenir cette cause humanitaire et humaniste. Et nous profitons de l'occasion pour dire que désormais, pour les cas concrets, ces cas comme ça,
on ne peut pas sauver tout le monde, mais porter du sourire à ces jeunes, ces enfants qui essaient quand même de venir, qui souffrent le martyre, qu'ils soient des orphelins, qu'ils soient des veufs, des veuves, les personnes les plus vulnérables. Désormais, Ivesco Prodo fera quelque chose. Et dans cet ordre d'idée, une fois qu'on est fini avec le social, nous allons essayer quand même de revoir nos activités. Je suis beaucoup plus dans le culturel, tout ce qui est joie et bonheur, tout ce qui est énergie, tout ce qui est échange, partage, tout ce qui est entraide, solidarité, fraternité, confraternité, union, ces grandes valeurs morales de la vie. Et c'est à travers un grand regroupement, un rassemblement que j'ai dénommé Été en famille. On a commencé la première édition en 2018, l'année dernière c'était 2019, la deuxième édition, et la troisième édition, ça sera le 15 août en Île-de-France, au bassin Carouge, dans la province d'Essonne, qui est une banlieue parisienne. Donc ceux qui étaient l'année passée connaissent, et j'aurai le temps sur ma page Facebook de mettre plus d'informations par rapport à l'événement. Donc ça commence à 12h et ça finit à 19h, 20h. Les filles sont là, on s'amuse, on danse, on fait du barbecue comme d'habitude, mais tellement organisé, avec des bavettes aussi à distribuer, des gels aussi à distribuer aux participants. Voilà à peu près le concept de l'été en famille, qui s'appelle Pomé Haya Haya. Pour ceux qui ne parlent pas l'été, Pomé signifie la famille. Haya Haya, c'est une manière de se défouler, de se ressourcer sous le soleil avec nos familles, nos amis. Novi Bobo et Novio, dira le sage du village. Ainsi, je vous dis merci de l'autre côté. J'espère que vous allez nous accompagner en essayant d'informer aussi la diaspora par rapport à ce projet. Et je tiens aussi à remercier cette diaspora grâce à qui nous avons pu soutenir cette... Les artistes togolais sont en colère suite à la note sortie par le ministère de la Culture offrant une opportunité à tous les acteurs culturels de se reconvertir dans d'autres métiers dus à la crise. La proposition du ministre a donné naissance au hashtag reconversion challenge devenu viral sur les réseaux sociaux. Les acteurs culturels tournent ainsi en dérision la proposition du ministre qui pourtant selon lui sera temporaire et pertinente. Selon des informations publiées par VKP Info, l'artiste de la chanson allemand, par exemple, partage son indignation et estime que la note du ministre de la Culture est une dévalorisation des œuvres des acteurs culturels togolais. La culture est la mémoire de tout un peuple et l'abandonner serait renoncer à notre histoire, à notre mode de pensée et de vie pour s'y taire. Nous avons reçu l'artiste togolais de la rumba, Dr Z, membre de la R228, qui nous livre ici ses impressions sur la situation. Bonjour, ici c'est la voix de l'artiste de la chanson Dr Z. Le jeudi passé, nous avons tenu une rencontre avec le ministre de la Culture, les responsables des différentes associations du pays ont rencontré le ministre de la Culture et le ministre avait expliqué de long en large l'intention ou l'objectif même de la note qui faisait polémique sur la toile. Le ministre avait expliqué qu'il ne s'agissait pas aux artistes d'abandonner leur métier ou leur profession d'artiste, mais il s'agissait plutôt d'embrasser d'autres activités parallèles pouvant les aider à joindre les deux bouts pendant ces moments de crise sanitaire. Voilà, donc c'était une initiative de l'État pour accompagner les artistes pendant ces moments de crise sanitaire, mais qu'il ne s'agissait pas du tout d'abandonner leur profession musicale. Et puis le ministre avait noté également que le gouvernement dans son action d'aider les artistes à embrasser d'autres carrières, qu'il est soutenu par la FNFI. Donc la FNFI va accompagner les artistes depuis la formation, c'est-à-dire quand un artiste choisit un domaine donné, la FNFI forme cet artiste et quand il est bien expérimenté, la FNFI lui fait un prêt. Et voilà, ce prêt sera remboursé, mais il y aura une partie qui sera subventionnée par l'État. Donc voilà en quelque sorte ce que avait expliqué le ministre de la Culture. Voilà, pour ma part, moi je pense que c'est une bonne initiative que nous devons saisir. Depuis que j'ai assisté à la réunion et suite à l'explication du ministre de la Culture, j'ai compris que c'était un bon projet que les artistes doivent
embrasser. Et entre quelqu'un qui te donne du poisson et quelqu'un qui t'apprend à pêcher, il y a une différence. C'est vrai que nous apprenons sur les réseaux sociaux que les autres pays distribuent de l'argent aux artistes et autres. C'est bien. Mais ici, chez nous, on a pensé autrement. On a pensé orienter les artistes vers des activités parallèles pouvant les aider à joindre les deux bouts pendant ces moments de crise sanitaire. Je pense qu'il y a une différence. Donc, je prie que les artistes soient désormais clairvoyants pour voir le fond même, pour voir l'utilité même de ce que ce projet cache derrière. Et voilà, merci. Ce que je viens de dire n'engage que moi. Merci. Oui, moi je trouve que la meilleure solution est d'embrasser ce projet parce qu'il y a une aide qui est cachée derrière ce projet. Je suppose que la FNFI fait un prêt de 1 million à un artiste. Dans les 1 million, il y a une subvention de l'État, donc l'artiste n'aura qu'à payer une partie de la somme qui lui est prêtée. Donc il y a une aide qui est cachée derrière ce projet et l'intérêt ira forcément aux artistes. Donc je prie mes frères et sœurs, je prie mes collègues artistes à être clairvoyants, à comprendre que ce projet va dans notre intérêt. Merci. Rappelons qu'aux dernières nouvelles, le ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs a dû abandonner l'idée en décidant de la suspension du programme. Nous terminons donc ce journal en musique et justement avec Dr. Z de la R228. C'est pourquoi il faut pardonner dans la vie pour être libre. Nous croyons mal, on nous croyons mal, on alors ballon la badiolo. C'est pourquoi il faut pardonner dans la vie pour être libre. Amour, toi sans gangan, ta foi, mes femmes, Ojo. Amia l'autant d'Amelio et Yimao, Dame Soa, Ojolo. Si demain ne t'appartient pas, pourquoi se vanter, Vanda? Si demain ne t'appartient pas, pourquoi être égoïste, orgueilleux, arrogant, prétentieux, impérieux, allez. Sans façon, la vie c'est sans façon. Molo, molo, fais ta vie, molo, molo. Sans façon, la vie c'est sans façon. Molo, molo. Nous les zaza doyen tolo amonu de bodubo ya doyen towe la adaka no la baduile ma moni la bawe na uma e kozo zombe la badu adelema yo allez sans façon la vie c'est sans façon allez molo molo fais ta vie molo molo. Sans façon, la vie c'est sans façon. Fais ta vie sans façon. Molo molo, fais ta vie molo molo. Molo molo là. Laisse-toi aller. Sois positif. C'est ça. Et fais ta vie, oublie les jaloux. Mon frère, fais ta vie, oublie les méchants. Oublie les papatos, ils ne changeront jamais. Allez, faut beau du bateau, c'est. Quand je dis fais ta vie, ça ne veut pas dire de tout mettre dans le trou noir. Déjà trouvé. Et ça, Diamalo, non. Pense plutôt à assurer l'avenir de tes enfants.
Ce sera tout pour ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain pour une autre édition. Portez-vous bien.